Ouais, non, je savais pas comment commencer cette vidéo. Bon, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, très grosse vidéo The Walking Dead. On va parler de toutes les communautés de l'univers The Walking Dead. Hop, 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 je vous arrête. En fait, absolument pas. Dans cette vidéo, je vais traiter seulement de The Walking Dead et Fear the Walking Dead. Pourquoi pas les autres spin-offs? Tout simplement parce que sinon c'est beaucoup trop long et indigeste. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé la vidéo en deux parties. Première partie aujourd'hui de The Walking Dead à Fear the Walking Dead, et une deuxième partie dans l'année, War Beyond, Dead City, The One Who Live, Daryl Dixon et Tales of the Walking Dead. Ce sera beaucoup plus digeste pour tout le monde, autant pour vous que pour moi, parce qu'il va y avoir tellement d'informations que ça sert à rien de blinder des vidéos d'1h30, 2 heures pour que vous lâchiez au bout de 15 minutes. L'objectif, c'est que vous sachiez un petit peu ce que sont devenues les communautés aujourd'hui dans le lore de The Walking Dead, en vous racontant leur histoire et en vous détaillant la timeline. Avant de commencer la vidéo, l'intro va être un peu longue, puisque j'ai plusieurs choses à vous dire afin que la vidéo soit un petit peu plus digeste pour vous. Ceux qui se plaignent que les intros sont trop longues, retournez sur TikTok, ça ira mieux pour vous. Bon, et pour ceux qui connaissent déjà un peu la timeline ou mes vidéos précédentes, je vous mets un timecode, comme ça vous pouvez passer directement à la vidéo. Prenez bien en compte aujourd'hui que la timeline The Walking Dead est faussée. La première vidéo que j'avais faite sur toute la timeline allant de The Walking Dead à tous les spin-offs en partant de la première saison à la dernière, elle est fausse puisque dans The One Who Live, les scénaristes ont décidé de la décaler de 2 ans. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est très compliqué aujourd'hui d'avoir l'année exacte, et les années que vous allez voir dans cette vidéo sont celles qui correspondent maintenant à ce que les scénaristes ont vu dans The One Who Live. Voilà, c'est une espèce de mise à jour. Deuxième point important, très important, ne confondez pas l'âge des acteurs et des personnages. Puisque là, j'ai beau expliquer en long, en large et en travers, vous pouvez être sûr et certain que dans les commentaires, certains vont me dire « Mais c'est pas possible que Carl soit mort en 2012, puisqu'il avait 17 ans. » Oui, Chandler Higgs avait 17 ans, mais quand Carl est mort, il n'avait pas 17 ans. Désolé, je parle à certains comme des enfants de 8 ans, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on s'exprime sur le sujet. Et oui, entre la saison 1 et la saison 8 de The Walking Dead, dans le lore, il ne s'écoule que 2 ans. Si jamais vous ne me croyez pas, je vous invite à aller voir la timeline The Walking Dead sur le wiki fandom. Vous verrez, tout est à jour et il détaille absolument tout. C'est là-bas que je vais me renseigner pour mes vidéos afin de ne pas vous induire en erreur, que je contrôle moi-même, parce que c'est vrai que dans les wikis de fans, généralement, il y a des petites erreurs. Donc voilà, vous avez toutes les armes pour commencer cette vidéo. Elle est extrêmement longue, donc prenez votre temps pour la regarder, s'il faut. Asseyez-vous confortablement, prenez de quoi boire, mangez ce que vous voulez. Pensez aussi à vous hydrater, il fait extrêmement chaud. Pensez à boire de l'eau, c'est très très important. Mais si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, ça tombe bien puisque cette vidéo est sponsorisée par Oli, le sponsor de la chaîne depuis maintenant plusieurs années. Pour ceux qui ne connaissent pas Oli, Oli c'est une marque de boisson qui comporte maintenant 3 gammes. La gamme Iced Tea, ma préférée, plein d'antioxydants, de fibres et de minéraux. La gamme Énergie, avec de la Nucaf qui évite le post-crash caféine. Et la gamme Hydration, parfaite pour le sport que j'utilise. Toutes ces boissons sont sans sucre, sans taurine, sans conservateur, beaucoup plus saines que les boissons que vous pouvez retrouver en grande surface. Alors bien sûr, c'est comme tout, il faut en consommer avec modération. Pas plus de 6 Iced Tea par jour et pas plus de 1 énergie par jour. Si jamais tu as envie de voir la composition des produits, tu peux aller directement sur le site, ils sont totalement transparents avec les ingrédients et tu pourras voir de quoi est composé Oli. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à découvrir le pack découverte. Dans ce pack découverte, vous allez pouvoir retrouver la gamme Iced Tea, énergie ou hydration, ou les 3 en même temps. Ces petits packs vous serviront à trouver vos goûts préférés. En ce qui concerne les iced tea, je suis très fan du citron miel et du thé menthe matcha citron, même si le blackberry thé noir c'est banger. Avec ça, tu pourras bien évidemment avoir des remises grâce à mes codes. Avec le code GRIME5, tu auras 5 € de réduction sur ta première commande. Et avec le code GRIMES, tu auras 10% de réduction sur tes prochaines commandes. Merci à Oli de soutenir la chaîne. Merci à vous aussi de la soutenir depuis des années, car c'est grâce à vous maintenant que je peux vivre de YouTube. Je vous laisse laisser un pouce bleu et à vous abonner si la chaîne vous intéresse. Et nous, on est parti. You told us to get ready to fight. So was your throne? I didn't listen. I couldn't. I can now.
Situé à l'extérieur d'Atlanta, le camp d'Atlanta est la première communauté que nous découvrons dans l'univers The Walking Dead. Il a été formé par Shane et un petit groupe de survivants peu de temps après l'opération Cobalt. Le groupe s'est formé sur la route, Shane en est naturellement devenu le leader et le camping-car de Dale faisait office de base d'opération et de poste d'observation. Chaque membre a un rôle bien défini, chasse, cuisine, surveillance, mais dès le retour de Rick, les tensions s'installent, tout comme la menace extérieure. Un soir, un troupeau attaque le camp, provoquant plusieurs morts. Cet événement oblige le groupe à quitter Atlanta en urgence, avec une seule option, chercher le CDC. Dans la saison 1, Rick et son groupe croisent Guillermo et sa bande, qui retiennent Glenn en otage. Au premier abord, le groupe semble hostile et dangereux, mais la vérité est tout autre. Guillermo se donne un genre de chef de gang pour dissuader les intrus, mais en réalité, lui et ses hommes protègent une maison de retraite, peuplée de personnes âgées abandonnées dès les premiers jours de l'apocalypse. Malheureusement, leur sort est tragique. Dans une scène coupée de la saison 2, Rick retourne sur les lieux et découvre que tous les Vatos ont été massacrés, probablement par des individus armés. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, était un laboratoire et le siège de l'agence de santé publique située à Atlanta, en Géorgie. Grâce à son objectif d'étudier et de contenir les maladies aux États-Unis, il a été l'une des premières agences à découvrir le virus Wildfire en avril 2010 après sa fuite de la biomédecine en France. Après l'attaque du camp d'Atlanta, Rick prend la tête du groupe et les emmène au CDC. Sur place, il rencontre le docteur Jenner, seul survivant du personnel, épuisé, traumatisé. Il leur révèle une vérité glaçante. Le virus est présent chez tous les humains. Le centre, à court d'énergie et verrouillé par un protocole de confinement, est sur le point de s'autodétruire. Jenner propose au groupe de mourir paisiblement à l'intérieur, mais Rick convainc presque tout le monde de partir. Le CDC finira par exploser. Située près du comté de Mert en Géorgie, la ferme appartient à Herschel Green. Grâce à son isolement et au marécage environnant, elle a été épargnée par les bombardements lors de l'opération Cobalt. Rick et son groupe s'y installent temporairement après que Carl ait pris une balle dans le ventre, ce qui les amène à rencontrer Herschel. Bien que méfiant au départ, ce dernier accepte de les héberger à l'extérieur pendant que le groupe organise des recherches pour retrouver Sophia. Mais derrière la tranquillité rurale, les tensions montent. Herschel cache des rôdeurs dans sa grange, et surtout, le conflit entre Rick et Shane devient explosif, chacun défendant une vision différente de la survie. La fin de l'affaire est provoquée par le duel entre Rick et Shane, au cours duquel Rick tue son ancien ami, Shane revient en rôdeur, et Carl tire la balle finale. Ce coup de feu attire une horde qui envahit la ferme en pleine nuit, provoquant sa chute. Alors pour la petite anecdote, Maggie a révélé qu'elle est retournée à la ferme entre 2016 et 2025 pour récupérer des photos de famille, ce qui prouve que la maison principale n'a pas été entièrement détruite. Le centre correctionnel de Géorgie était une ancienne prison transformée en lieu d'habitation par Rick et les siens près de Newnan, en Géorgie. C'était une prison pour hommes qui a été envahie à cause des émeutes provoquées par les épreuves en 2010. La partie avant de l'aile administrative a subi des dégâts, permettant aux rôdeurs de s'infiltrer à l'intérieur. Plusieurs prisonniers furent enfermés dans la cafétéria. Ils ont survécu pendant au moins 10 mois en se nourrissant des réserves de la cuisine, jusqu'à la rencontre avec Rick et son groupe en 2011. Après avoir vidé la prison et s'y être installés, Rick et son groupe entrèrent en conflit avec le gouverneur. Le premier affrontement se solda par une victoire de Rick et un craquage total du gouverneur. Rick récupérera alors les derniers survivants de Woodbury, et en 2012, une épidémie frappa la prison, décimant une grande partie de la communauté. Peu de temps après, la prison fut complètement détruite et envahie par les rôdeurs, lors du second assaut lancé par le gouverneur. Parlons justement de Woodbury, la communauté du gouverneur. Woodbury, situé à Woodbury, ils se sont pas fait chier, fut fondée par un groupe de survivants après les épreuves sous la direction de Philip Blake. À son apogée, la ville comptait plus de 73 habitants grâce aux grands murs érigés autour de la zone et aux règles strictes instaurées par le gouverneur. Sa méthode, recruter des survivants isolés, mais aussi capturer des membres d'autres groupes pour les piller. Après la capture de Glenn et Maggie, Rick et les siens tentent de les sauver, et suite à la mort de sa fille zombifiée, tuée par Michonne, et l'échec de son attaque contre la prison, après ce massacre, le gouverneur finira par brûler Woodbury.
Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails du terminus, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à aller la voir. Mais pour faire bref, le terminus, c'est à l'origine une ancienne gare au bout d'une voie ferrée trouvée par Garrett et sa famille. À la base, le lieu devait être un sanctuaire pour tous, un endroit sûr, mais des chasseurs ont fini par s'en emparer. Après des semaines d'emprisonnement, Garrett et les siens ont réussi à reprendre le contrôle du terminus. Mais ils ont radicalement changé. Pour ne plus jamais revivre ce qu'ils avaient subi, ils ont sombré dans le cannibalisme. Ouais, c'est une méthode comme une autre, je veux dire. Début 2012, Garrett et les siens poursuivent leur mode opératoire. Mais cette fois, ils tombent sur le groupe d'Uric, qui ne laissera rien passer. Le terminus sera attaqué par Carol, et généralement quand quelque chose est attaqué par Carol, il en reste plus rien. Elle va ouvrir une brèche dans l'enceinte, le lieu sera ensuite envahi et détruit par les rôdeurs. La zone de sécurité d'Alexandria, ou simplement Alexandria, est une communauté fortifiée par des hauts murs. Au tout début, c'était une zone de quarantaine militaire, mise en place par l'armée américaine pour protéger des politiciens juste après le début des épreuves, en 2010. Mais l'endroit est rapidement abandonné après l'opération Cobalt. Peu après, la zone est reprise et fortifiée, puis dirigée par Dina Monroe et son mari, Reg. En 2012, Eric et Aaron localisent le groupe d'Uric, qui sera ensuite invité à rejoindre Alexandria. De 2012 à 2014, c'est la période allant de la saison 5B à la saison 9, marquée par l'intégration progressive du groupe d'Uric, de l'attaque des Wolves, de la guerre contre Negan, jusqu'à la fausse mort d'Uric. De 2014 à 2020, après qu'Uric ait disparu, Alexandria grandit et prospère tranquillement. De 2020 à 2021, Alexandria et la coalition entrent en guerre contre les chuchoteurs. Un conflit qui va endommager lourdement la ville. De 2021 à 2022, Alexandria tente de se relever, elle s'allie donc au Commonwealth pour sauver ce qu'il reste après les dégâts causés par les chuchoteurs. Et de 2022 à la timeline actuelle, Pamela Milton a été emprisonnée, Alexandria a été rénovée, panneaux solaires, nouvelle infrastructure, redécoration complète, et il est possible qu'Alexandria, par le biais du Commonwealth, se soit allié à la République civique de Philadelphie, suite au sauvetage de Rick et Michonne dans le final de The One Who Live. La colline est une ancienne communauté agricole située à Culpeper, en Virginie. C'était un ancien musée historique, transformé en camp militaire pendant les épreuves, puis abandonné après l'opération Cobalt. La colonie fut fondée et dirigée par Gregory, un ancien commerçant du coin. Malheureusement, peu de temps après, ils tomberont sous la botte des sauveurs. De 2012 à 2014, c'est la période couvrant la fin de la saison 6B à la saison 9A. Début 2014, Maggie devient officiellement le leader de cette communauté en pendant Gregory. De 2014 à 2021, Maggie partira avec Géorgie loin de la colline. Sous Maggie, puis Jésus, puis Tara, la colline prospère. Commerce, école, agriculture. Entre 2020 et 2021, les chuchoteurs attaqueront et on y verra s'y dérouler une grande bataille aux portes de la colline. Et entre 2021 et 2022, Maggie revient, entame la reconstruction, sauf que le Commonwealth va intervenir pour en faire un avant-poste secondaire, mais ils arriveront à se libérer en fin de saison 11. Après 2023, la colline est jugée irrécupérable. Maggie et les derniers survivants abandonnent l'endroit pour se réfugier dans une ancienne briqueterie dans les Blue Ridge Mountains. Ça, il faut regarder The Walking Dead Dead City pour le comprendre. Ah, le royaume. Alors le royaume, c'est une ancienne base militaire, probablement abandonnée après quoi l'opération Cobalt. Faut savoir qu'après l'opération Cobalt, l'armée a été décimée. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite, encore une fois, à regarder. Donc peu de temps après l'abandon de la base, Ézéchiel s'y installe avec son tigre Shiva, et finit par devenir le chef de cette communauté. Se faisant appeler le roi, il donne au royaume un style médiéval assumé, avec titres, rituels et mise en scène. La communauté dispose de quelques infrastructures, théâtre, des champs, des habitations, et même un peu d'électricité. Des événements culturels, comme des soirées cinéma, sont régulièrement organisées. Au fil du temps, la population du royaume atteindra près de 200 personnes. Entre 2011 et 2012, c'est la guerre contre les sauveurs. Entre 2014 et 2020, après la guerre contre Negan, Ezekiel, Carol, Jerry et les autres retournent au royaume. Ils participent aux efforts de reconstruction, et le royaume fait maintenant pleinement partie de la coalition des communautés.
Malheureusement, après l'échec de la reconstruction du pont et de la fausse mort de Rick Grimes, les liens entre les communautés vont s'affaiblir et le royaume s'isole peu à peu. En 2021, les infrastructures commencent à se délabrer sérieusement. Pendant la guerre contre les chuchoteurs, le royaume subit une série de catastrophes. Chaudière en panne, pourriture qui se propage, incendie dans les bâtiments et malheureusement plusieurs victimes. Les bâtiments deviennent inhabitables et la population commence à fuir. Face à un hiver rigoureux, Ézéchiel décide d'abandonner définitivement le royaume, désormais en ruine. Le sanctuaire. Alors le sanctuaire, c'est une ancienne usine devenue plus tard le quartier général des Sauveurs. Situé dans une zone industrielle inconnue, ce lieu devient le cœur du réseau de pillage et d'intimidation mis en place par les Sauveurs. En 2011, à cette époque, l'usine est occupée par un groupe de survivants dans lequel on retrouve Dwight, Sherry, Arat et bien d'autres. Mais en 2011, un autre groupe, mené par Negan Smith, découvre l'usine, tue l'ancien chef lors d'une mutinerie et fusionne les deux groupes pour créer les Sauveurs. En 2012, c'est la guerre contre Rick et les autres. Et en 2014, après la défaite de Negan, le sanctuaire reste debout mais tient à peine. Malgré les livraisons d'Alexandria, les récoltes échouent, la population désespère, et des messages comme « Les Sauveurs nous sauvent, nous sommes toujours Negan » apparaissent sur les murs. En 2020, soit 6 ans après la disparition de Rick, le sanctuaire s'effondre définitivement. Alors j'ai une petite anecdote, bon ça provient de Fear the Walking Dead, saison 8, j'ai gâché la vidéo, mais je suis obligé d'en parler. Dans la saison 8, Dwight retourne au sanctuaire qui n'est alors qu'une carcasse vide. Et le Croate, ancien lieutenant de Negan, lui aussi y serait brièvement retourné, confirmant que le lieu est totalement abandonné. Alors, je suis obligé d'en parler, ils servent pas à grand chose dans l'histoire, mais le lore est assez riche autour d'eux. L'Oceanside Cabin Motor était à l'origine un ancien camping touristique situé près d'une baie sur la côte de Virginie. Avant l'épidémie, le lieu servait de zone de loisirs pour les familles et les vacanciers. Peu après l'épidémie, la communauté, dirigée par Nathania, fut confrontée à Simon et son groupe. Refusant de se soumettre, les habitants tentèrent de résister, mais furent vaincus lors d'une escarmouche sanglante. En représailles, Simon fit exécuter tous les survivants masculins de plus de 10 ans. Les femmes et les enfants survivants fuient et trouvent refuge dans un ancien camping côtier où elles fondent Oceanside. La communauté devient ultra secrète, adoptant une politique stricte, tuer tous les intrus pour ne pas être repérés. En 2012, Oceanside rejoint la guerre contre les Sauveurs, en protégeant in extremis les survivants de la colline. En 2014, après la guerre contre Negan, Oceanside reste en contact avec les autres, mais traque et exécute les derniers sauveurs restants. Entre 2020 et 2021, elles rejoignent la coalition et participent à la guerre contre les chuchoteurs. En 2022, Lance prend le contrôle d'Oceanside avec son armée. Hors écran, Rachel explique qu'ils s'en sont sortis et que la communauté a réussi à se libérer. Dans la timeline actuelle, Oceanside prospère toujours. Dans Dead City, Monsieur Aizawa mentionne que Ginny est venue visiter la colline depuis Oceanside, prouvant alors qu'Oceanside existe toujours dans la timeline actuelle. Meridian. Alors Meridian, c'était le refuge de Maggie et de son groupe, les Gardiens, après sa séparation avec Géorgie. Il s'y était installé et avait bâti une nouvelle communauté, jusqu'à ce que le lieu soit attaqué et repris par les Reapers. Désolé, mais c'était tellement à chier. Après une longue traque et une bataille sanglante, dans un super mid-season, Maggie et son groupe reprirent quand même Meridian. Mais le groupe sera ensuite dissous à travers les autres communautés de la coalition. Meridian est abandonné, peu après la guerre contre les Reapers, ne servant plus temporairement que de ravitaillement. Le Commonwealth. Alors, le Commonwealth, c'est une ville fortifiée située dans une ville inconnue de l'Ohio, alliée à un vaste réseau de cantons unis répartis dans le Midwest et le Sud. Avec plus de 50 000 habitants, c'est la deuxième plus grosse communauté de The Walking Dead après la Civic Republic. La communauté a été fondée en 2011, peu après le début des épreuves, par William Milton, ancien président des États-Unis. L'armée est dirigée par le général Michael Mercer, tandis que la direction politique est progressivement confiée à sa fille, Pamela Milton, après la mort de son père. Le système repose sur une hiérarchie sociale stricte, chaque citoyen est assigné à un statut en fonction de son métier avant l'épidémie, ce qui engendre de fortes inégalités et tensions internes. Un peu comme le monde actuel.
De 2011 à 2021, le Commonwealth prospère tranquillement, soutenu par ses infrastructures, son armée et son système ultra structuré. En 2022, face au scandale, à la répression et à la colère populaire, Pamela Milton est arrêtée et emprisonnée, mettant fin à son régime autoritaire. De 2023 à la timeline actuelle, le Commonwealth est maintenu et désormais dirigé par le gouverneur Ezekiel et épaulé par le lieutenant Mercer. La communauté intègre officiellement la coalition. Oui, j'ai changé de tenue puisque je ne tourne pas la suite de la vidéo au même moment. Enfin bref, maintenant que nous avons parlé de The Walking Dead, on va donc se concentrer sur toutes les communautés de Fear the Walking Dead. Désolé pour vous, on va parler des saisons 4, 6, 7 et 8. En août 2010, soit quelques jours après l'apocalypse, un dénommé Alejandro Nunez créa la Colonia, une communauté située dans un quartier en flanc de colline à la périphérie de Tijuana, en Basse-Californie. Parmi les habitations, on y trouve un marché en plein air, où les habitants pouvaient acheter des marchandises. Une clinique est aussi présente, dirigée par Alejandro lui-même, qui n'hésitait pas à se déplacer à domicile pour soigner les malades et aider les plus démunis. Les résidents ont érigé un mur de protection pour se protéger des rôdeurs. Et durant les événements de la saison 2, donc toujours en 2010, un gang finira par attaquer la Colonia. Mais Alejandro avait prévu un piège, sacrifiant le quartier pour les éliminer. La zone sera submergée par les rôdeurs et détruite. En revanche, en ce qui concerne les survivants de cette colonie, ils partiront avec Nick et Luciana, mais ils seront capturés par la milice. Certains seront massacrés, d'autres abandonnés à leur sort. Le Rosario Beach Hotel était un ancien complexe hôtelier situé en Basse-Californie, dirigé par Elena. Juste avant que l'épidémie ne se propage totalement, Elena prit une décision radicale. Alors que se déroulait un mariage dans la salle de bal, elle les enferma à l'intérieur pour éviter que l'infection se propage. De nombreux invités y trouvèrent la mort, mais ce geste permit de limiter la contagion dans le reste de l'établissement. Avec l'aide d'un petit groupe de survivants, Elena parvient à sécuriser l'hôtel. Les chambres abritant des rôdeurs furent marquées pour éviter de se faire surprendre. Après les événements des saisons 2 et 3 de Fear, qui se déroulent toujours en 2010, Daniel et Victor découvrent que l'endroit est désormais abandonné et envahi par les rôdeurs. Le ranch Brook Joe a été fondé bien avant l'apocalypse. Il était dirigé par la famille Otto, qui l'utilisait comme quartier général pour un groupe de survivalistes, préparés soit à l'effondrement de l'économie ou du système démocratique. Même si la ferme n'était pas prête pour l'apocalypse zombie, le mode de vie survivaliste de la famille et l'organisation du ranch leur ont permis d'être protégés dans les premiers temps. En 2010, après le début de l'épidémie, le ranch est dirigé par Jeremiah Otto, accompagné de ses deux fils, Troy et Jake. Grâce aux provisions, aux armes et à l'expérience accumulée, le ranch devient un véritable refuge. Mais après le conflit avec les Amérindiens et les événements de la première partie de la saison 3, une horde, lancée délibérément par Troy, rasera le ranch, ne laissant derrière elle que des cendres. La réserve Black 8 est le fouet de la tribu locale Hopi, dirigée par Kaletaka Walker. Elle est en conflit avec Jeremiah Otto, qui considère cette réserve comme un simple terrain vague sans valeur. Et d'après ce que l'on sait, le conflit entre la tribu et les Otto remonterait bien avant l'apocalypse. Le père et l'oncle de Kaletaka auraient été assassinés par Jeremiah et sa famille alors qu'ils dévalisaient le ranch. Contrairement au ranch des Otto, détruit lors des événements de la saison 3, il semblerait que la réserve Black 8 soit toujours debout. Le barrage Gonzales, situé sur la rivière de Tijuana, servait de source d'eau potable et d'irrigation pour les communautés environnantes. Après le début de l'épidémie, le barrage est repris par Dante Esquivel et ses hommes qui contrôlent l'accès à l'eau avec autorité. Lorsque Daniel parvient à se débarrasser de Dante, il confie le barrage à Lola Guerrero, ancienne directrice des eaux. Mais rapidement, le manque d'armes et l'hostilité grandissante des survivants, réclamant toujours plus d'eau, créent de fortes tensions. En saison 3, Nick fera exploser le barrage à l'aide de C4, permettant aux eaux du fleuve de s'écouler librement.
Le stade de baseball d'El Diamond est situé à Round Rock, au Texas. En 2011, soit un an après les événements de la saison 3, Madison entreprend d'y construire un campement sécurisé. Des structures sont installées à l'intérieur du stade, un système d'irrigation relie la piscine située aux étages supérieurs à un réservoir d'eau en passant par les tribunes. Les loges de luxe sont réaménagées en appartements pour les résidents, tandis que d'autres logements sont en cours de construction. Mais en 2012, à la suite des événements de la saison 4A, une horde de rôdeurs envahit le stade. Madison se sacrifie, hein, avec une fusée éclairante attirant les morts vers elle pour tenter de brûler le stade et permettre aux siens de fuir. À partir de ce moment-là, le stade deviendra inhabitable. El Bazar del Mundo, ouais, on fait des efforts, est un ancien marché noir installé dans une ancienne arène de corrida à Mexicali en Basse-Californie. Après l'effondrement de la société, l'endroit est transformé en véritable plaque tournante du troc et du trafic en tout genre. Armes, médicaments, nourriture, alcool, mais aussi jeux d'argent, deals douteux et violence permanente. Le lieu est dirigé par un groupe armé, les Proctors, avec leurs propres règles strictes. On ne sait pas ce qu'il est devenu du lieu, depuis la disparition de Proctor et les siens sur le barrage en fin de saison 3. Nous sommes maintenant en 2014, pendant les événements de la saison 6A. L'automne est une ville occupée par les pionniers, dirigée d'une main de fer par Virginia. Elle en fait sa capitale et le quartier général principal de son groupe. On ignore tout de la situation de l'automne au début de l'épidémie, mais avant l'effondrement, la ville comptait environ 96 000 habitants et son économie reposait principalement sur la réserve militaire de Fort Hill, située à proximité. Une fois les pionniers en place, la ville est transformée en colonie fortement sécurisée. Elle devient le centre névralgique du groupe, des gardes forestiers de haut rang y vivent, patrouillent en permanence autour des clôtures pour empêcher les rôdeurs ou les intrus d'entrer. L'automne dispose de plusieurs infrastructures, une vieille chapelle, une cantine, un saloon, plusieurs commerces autour de la place centrale, une armurerie, une prison, ainsi qu'une écurie pour les chevaux utilisés par les gardes. À la mort de Virginia, le sort de l'automne reste inconnu. Située dans l'Oklahoma, la ville semble hors de portée des missiles de Teddy, mais on ignore si elle a été abandonnée, reprise ou détruite. La tour de Victor est un ancien immeuble de bureaux inachevé situé au Texas. Stren prend le contrôle du bâtiment et en fait un refuge fortifié protégé de la radioactivité. Plus de 200 survivants y vivent sous sa direction. Il met en place un régime autoritaire, soutenu par sa milice personnelle, les Rangers. Ce sont eux qui patrouillent, assurent la sécurité et imposent ses décisions. Victor choisit lui-même qui peut entrer ou sortir de la communauté et exclut tous ceux qu'il juge indésirables. Le lieu dispose de panneaux solaires, d'un jardin sur le toit, d'une armurerie, d'un système de filtrage d'air et même d'un ascenseur encore fonctionnel. Durant les événements de la saison 7, Morgan, Alicia, Daniel et les autres lancent un assaut contre la tour. Une horde de rôdeurs radioactifs atteint le bâtiment et un incendie se propage. La tour de Stren est alors détruite, rendue inhabitable. Les survivants sont contraints de fuir le Texas en radeau. Stren, quant à lui, abandonne son trône et rejoint Morgan. The Holding est un ancien parking souterrain situé à Dallas, transformé après l'apocalypse en bunker par une secte dirigée par Teddy Maddox. Le lieu est entièrement enterré, isolé du monde extérieur. La communauté y vit selon une philosophie extrême, la fin et le commencement. Leur objectif, détruire l'ancien monde pour en bâtir un nouveau. Ils cultivent leurs propres légumes dans des fermes verticales, en utilisant les restes broyés des rôdeurs comme compost, et en 2014, Alicia et son groupe s'y rendent dans la saison 6. Mais ils découvrent rapidement la vérité. Les membres sont fanatisés, coupés de toute réalité, et préparent quelque chose de bien plus dangereux. Le groupe tente alors de s'échapper, mais ils sont capturés et enfermés dans une pièce d'embaumement. Alicia déclenche alors un incendie volontaire en mettant le feu au fluide présent, ce qui permet au groupe de fuir, et l'endroit sera alors complètement détruit. Padre est une ancienne base militaire située sur une île en Géorgie. Initialement conçue comme un refuge gouvernemental pour préserver des ressources et reconstruire la civilisation après une catastrophe,
Le lieu est repris après l'apocalypse par deux enfants, Shrike et Crane. À l'origine, leur père, le général Krennic, dirigeait le site. Mais après une attaque de rôdeurs, il meurt, laissant ses deux enfants livrés à eux-mêmes. Persuadés que les adultes sont incapables de protéger les plus jeunes, Shrike et Crane instaurent un nouveau système radical. Les enfants sont arrachés à leur famille, renommés avec des noms d'oiseaux, formés à l'obéissance, à la survie et à l'oubli. En 2022, Morgan et les autres arrivent sur l'île après avoir fui le Texas en radeau. Ils découvrent une colonie fermée, ultra contrôlée, avec des zones d'entraînement, des cellules, une salle de projection, une armurerie et surtout un chantier naval rempli de containers gouvernementaux protégés par une horde. Un conflit éclate, les anciens parents veulent récupérer leurs enfants tandis que Shrike impose son autorité de plus en plus violemment. Madison se rebelle, remet en cause le système et Padré sombre dans le chaos. À la fin de la super et grande et magnifique saison 8 de film, excusez-moi. Padré est en ruine, sa structure est ébranlée et les conteneurs stratégiques compromis. Le lieu est alors complètement détruit. Alors Valleyton, c'est un ancien petit barrage qui au cours de l'apocalypse va complètement s'assécher, et c'est un petit village que va alors créer Morgan tout au long de la saison 6, et on ne sait pas si les ogives nucléaires ont détruit le lieu ou non.